bonsoir, merci beaucoup d'être venu à la fois en présentiel. On est très content de vous accueillir à nouveau, étant donné que bon, la pandémie est un petit peu passée maintenant, même si elle est toujours présente, mais c'est toujours sympa de pouvoir échanger au-delà de faire des événements en ligne. Et puis, on a pas mal de monde qui sont en ligne aussi. Donc, merci à tous d'être venus. C'est la première conférence de l'année, entre guillemets, étant donné qu'on est basé sur le calendrier académique. Donc, c'est la première conférence de l'année 2021-2022. Donc, on a le plaisir d'accueillir Caroline et Juliette, donc qui représentent Hubble aujourd'hui et qui vont vous parler de la fraude identitaire. Et donc, je vais leur laisser la scène parce qu'elles ont des choses bien plus intéressantes que moi à dire. Et puis, à la fin, comme d'habitude, on aura tout un temps pour les questions, à la fois pour ceux qui sont en ligne et pour vous qui êtes présents. En tout cas, merci beaucoup. Je vous propose de les applaudir pour leur venue et merci. Bonjour à tous. Déjà, on est ravis d'être ici et notamment d'ouvrir votre cycle de conférences. C'est un vrai plaisir et on est très flattés d'être les premières. On a appris ça ce soir, donc voilà. Je vais commencer par me présenter. Juliette Delanoë, j'ai cofondé Hubble, une société qui fait de la vérification d'identité à distance. Cette société a été cofondée en 2018. On est 3 associés. Et je vais vous expliquer un peu après ce qu'on fait, qui on est, à quel stade on en est. Et donc, je suis accompagnée de Caroline. Oui, donc bonjour, bonsoir, Caroline Guagou. Donc, moi, je travaille chez Hubble depuis 2019 maintenant. Je travaille au sein du service opération, notamment dans le pôle formation et expertise. Et je travaille aussi en parallèle sur des projets de standardisation avec Juliette, qu'on présentera aussi par ailleurs plus tard. Voilà, le planning en fait de cette discussion, je crois qu'on a 30 à 40 minutes où en fait on va vous expliquer ce qu'on fait, ce qu'on voit de la fraude identitaire à distance, parce qu'on a un point de vue qui est privilégié sur le sujet du fait de notre métier. Et on va vous partager un peu d'insight, des chiffres et les tendances qu'on peut voir aussi au niveau européen sur ces sujets. Voilà, avant ça, je pense qu'on va faire un petit quiz. En fait, l'idée, on va discuter en fait d'un type de fraude dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui sont en fait les deepfakes. Est-ce que tout le monde dans la salle sait ce qu'est un deepfake? Oui. Voilà, donc tout le monde sait. Donc pour ceux qui n'auraient pas osé dire qu'ils ne le savaient pas, un deepfake, en fait, c'est un faux visage qui est reconstruit avec de l'algorithme, en fait, et qui va se faire passer pour une autre personne. C'est-à-dire que, là, je suis en physique, mais les personnes qui sont à distance, qui sont connectées, pourraient avoir un doute que c'est bien mon visage qui parle, parce qu'on aurait pu appliquer le visage, par exemple, de Caroline et échanger nos visages en live dans un environnement de vidéoconférence. C'est quelque chose qui est assez dangereux, parce que si je suis votre boss et que je viens vous voir dans une visioconférence et que je vous dis, voilà, il faut absolument faire un virement, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous êtes des experts de ces sujets-là, mais c'est un enjeu critique. C'est un enjeu aussi critique sur la désinformation, sur les sujets de fake news. Il y a des enjeux sociétaux en fait, autour de ce sujet-là parce qu'on ne sait pas à qui on peut faire confiance en ligne, et d'autant plus dans la vérification d'identité. Donc, Caroline, tout ça pour illustrer qu'on a utilisé cette thématique des visages pour montrer que ce n'est pas toujours simple, quand on est à distance, de savoir à qui on a affaire. Et donc, il y a un vrai problème, en fait, quand on entre en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour savoir si c'est une bonne personne. Donc, nous, Hubble, on fait de la vérification d'identité à distance. Comment ça marche, la vérification d'identité à distance? En fait, on va demander à une personne qui se présente dans un environnement numérique de présenter une preuve de son identité, souvent sur la forme d'un document d'identité physique, qui est une preuve juridique qui a été émise par un gouvernement, donc une preuve régalienne, et on va s'assurer que cette personne est bien le détenteur du document. Donc, en fait, on va vérifier la preuve, le document d'identité, on va vérifier que la personne est bien une vraie personne physique, on n'est pas face à un deepfake, on n'est pas face à quelqu'un qui a un masque, c'est le fameux check de liveness detection.
Et enfin, on va vérifier que les deux matchent ensemble et que la personne est bien le détenteur et le propriétaire du document qui est présenté. Donc, chez Hubble, en fait, on a eu des partis pris. Donc, je vais parler un peu de nous. Pourquoi je parle de nous? Parce que, voilà, on n'est pas ici pour vendre une solution, on est ici pour partager de l'expertise. Je vais vous expliquer comment on travaille pour que vous compreniez à quel point, en fait, on est capable de détecter la fraude. Et ça vous donnera... Parce que, en fait, si je ne suis pas capable de détecter la fraude, les chiffres que je vais vous partager n'auront tout simplement pas de valeur. Parce que, eh bien, je ne sais pas ce que je ne sais pas. J'imagine que vous le savez aussi. Quand on cherche une fraude, eh bien, il faut être capable... faut être capable de le détecter pour savoir que c'est un faux. Sinon, on pense que c'est un vrai. Donc, je vais vous expliquer la manière dont on travaille pour que vous compreniez à quel point on est des gens sérieux et vous pouvez croire dans les chiffres qu'on vous partage. Voilà, je voulais faire cette introduction-là. Donc, nous, comment est-ce qu'on travaille? En fait, on souhaite que l'utilisateur et cette rencontre-là se passe le plus proche possible d'une rencontre en face à face, que ça ressemble le plus possible. En gros, sur notre marché, il y a deux grands types de solutions qui existent. Première solution, on prend une simple photo d'un document d'identité ou une simple photo d'un visage et généralement, on va pouvoir aller rendre des réponses qui sont complètement automatiques. Je vais extraire du texte, ça ressemble grosso modo à une carte d'identité française. J'ai fait un face match, j'ai vu un visage, ça marche, c'est parti, en automatique. La réalité, c'est que, et on va vous le montrer, c'est que de simples photocopies sont acceptées. De simples photos d'écran sont acceptées. Et donc, avec ce type de technique-là, il est très compliqué de détecter la fraude. Il y a une autre famille de technologies qui s'est développée et qui s'est développée plutôt en Europe centrale, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, dans des pays voilà, qui sont plutôt friands de solutions sécuritaires, où pour pallier à ces défauts-là, les acteurs ont mis en place des systèmes de vidéoconférence avec des opérateurs humains. Donc en fait, ils ont eu le même parti pris que nous, ils se sont dit rapprochons-nous le plus possible du monde physique, faisons du digital, si vous voulez. Et donc, moi, utilisateur, je vais discuter avec quelqu'un, je vais présenter mon document d'identité, mon visage, je vais avoir une vraie discussion. Et dans ce contexte-là, il est beaucoup plus difficile de tromper la personne. Donc, ces systèmes-là, ils sont globalement assez fiables, pour peu qu'ils ont les bonnes défenses, que les gens soient bien formés, les opérateurs, je parle. Mais la difficulté, c'est que il faut parfois faire la queue. On attend 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures pour avoir un rendez-vous avec ces personnes-là. Vous imaginez que dans un contexte économique qui peut être tendu, où les gens cherchent de l'immédiateté, ça peut être compliqué. Et l'autre défaut, c'est que ça coûte assez cher à opérer, puisque ces rendez-vous, en réalité, prennent plusieurs minutes et que, voilà, il faut avoir quelqu'un qui est assis et qui attend. Donc, nous, on s'est dit, gardons la sécurité, parce qu'on ne veut pas faire de compromis là-dessus. Et donc, on a besoin d'un contenu qui est riche, qui est interactif et qui est vidéo. Parce que le problème des solutions photo, ce n'est pas leur automatisation. En réalité, c'est le fait que le contenu soit extrêmement pauvre, qui n'est absolument pas interactif. C'est que je ne fais pas la différence entre une simple feuille de papier et un vrai document physique cartonné dur. C'est parce qu'en fait, je n'ai qu'une seule image. Si j'en avais des milliers, je pourrais faire cette différence. Donc ça, c'était un parti pris, on travaille sur un contenu riche, interactif, où je peux échanger avec l'utilisateur pour ne pas me faire avoir et qui me rejoue des vidéos existantes, d'où le live streaming. L'autre partie, c'est bien entendu des algorithmes propriétaires qui sont en gros de deux grands types. Premier type, je guide l'utilisateur dans sa capture pour m'assurer qu'il fait les bons gestes et qu'il interagit correctement avec moi. J'ai un opérateur qui est une intelligence artificielle. Je n'ai pas besoin d'avoir un opérateur qui serait un humain pour guider l'utilisateur présent physiquement. Je peux guider mon utilisateur avec une IA, pas de problème, et interagir avec lui de manière automatisée. C'est plus rapide, c'est moins cher, et puis c'est plus agréable pour les users. Ensuite, ces vidéos, je vais les vérifier dans un second temps, en asynchrone. Je n'ai pas besoin de vérifier les choses en live, je peux capturer ce contenu vidéo et le vérifier plus tard. Je peux le vérifier en 5 minutes, je peux le vérifier en 3 heures,
Et là, notre ambition, c'était de tout automatiser. On s'est dit, on est super fort, on avait des ingénieurs vraiment très très bons, on s'est dit, bah, on essaye, c'est possible. Donc on a découpé notre problème en plein de petits morceaux. Détecter le document, extraire du texte, vérifier les hologrammes, identifier un template, vérifier la liveness d'un visage, le clignement d'yeux, on a même regardé les battements du cœur sur un visage, c'est plein de choses. Et en fait, on a mis tous ces algorithmes de bout en bout et on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette. Il y avait des trucs sur lesquels les algorithmes n'étaient pas très bons. Typiquement, si on nous présentait une statue, on ne détectait pas très bien. Typiquement, les écrans et les vidéos qu'on rejouait, voilà, il y avait des moyens de faire les choses avec de la pixelisation, on était capable de détecter les pixels, mais il pouvait que l'écran soit un petit peu mat et ça marchait pas. Et donc, on s'est mis à mettre un œil humain sur les vérifications pour avoir un système qui soit réellement fiable. Parce que c'était notre play. On a dit jamais de compromis sur la sécurité. On veut garantir l'équivalence face à face. On veut une expérience utilisateur moderne, automatisée, 100% digitale, sans compromis sur la sécurité. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'expertise humaine. Et je vais y revenir. Et c'est cette combinaison de tout ça qui nous donnait en fait cette équivalence avec le monde physique, avec le face-à-face, qu'on appelle un face-à-face à distance. Donc là, voilà, c'est pour expliquer les avantages de la vidéo. Rapidement, hein, je passe, c'est qu'on a essayé de faire un peu de stats pour voir à quel point la vidéo était importante et qu'est-ce qu'on détectait avec vidéo ou juste sur la base d'une image. On s'est rendu compte qu'il y avait 40% des fraudes qui avaient besoin de vidéo pour être détectées. 60%, ça pouvait suffire une image. Donc 40%, c'est beaucoup quand même. Voilà. Donc là, c'est la quantité d'images qu'on collecte. La vidéo a aussi un avantage, c'est que c'est plus facile dans les manipulations. Donc là, on est plutôt sur l'utilisation des utilisateurs, c'est-à-dire que ça va plus vite de faire une vidéo. Je vais passer là-dessus parce que je pense que ce n'est pas le cœur du sujet. Donc on peut avancer, Caroline, sur cette slide. Donc, voilà, je sais si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires c'est bon, j'avance. Ok, donc je vais garder tout le monde. Donc, Hubble, en bref, donc on s'est créé en 2018. Aujourd'hui, on est une 60aine de personnes. Donc, on a connu une belle croissance. On a plus d'une 50aine de clients. On travaille avec, dans le secteur bancaire, on travaille dans le secteur de l'intelligence digitale pour l'entrée en relation. On travaille dans le secteur public aussi, puisqu'on était le fournisseur de la banque publique d'investissement pendant la période Covid, sur tous les prêts rebonds en fait, des entrepreneurs en difficulté. On était très fiers de ça, parce que on a participé à l'effort de guerre, on peut en parler à l'école de guerre, je pense. Et donc, on a aidé nos pairs entrepreneurs à demander des prêts d'urgence avec des entrées en relation extrêmement rapides, 100% à distance et aussi très fiables. Voilà, on travaille avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie aussi, on est très fiers de ça. Voilà, on a donc j'en ai parlé dans le bancaire, on travaille avec Crédit Agricole, on travaille avec le groupe BPCE, on travaille avec la Société Générale, on a des belles références en France. C'est assez rare dans notre secteur, en aussi peu de temps, d'avoir gagné autant de références. C'est parce qu'on avait des partis pris forts sur notre produit qui nous ont permis de remporter ces comptes. Et donc, pour nous, ça s'est bien passé. On a levé plus de 14 millions d'euros. Donc voilà, récemment BPI a investi en avance de phase de la prochaine levée, puisque c'est prévu, on va faire une prochaine levée de fonds qui devrait faire augmenter ce chiffre. Mais BPI nous a rejoints dans l'aventure parce qu'on est vu comme un partenaire stratégique sur ces sujets. Voilà, je parlerai d'autonomie stratégique aussi sur l'identité, parce que c'est un sujet important. On travaille dans un environnement réglementaire qui est complexe, puisqu'on a la réglementation IDAS, pour Electronic Identity Authentication and Signature, qui est un texte européen qui spécifie la manière dont les trust services sur Internet doivent se comporter, doivent agir, doivent être hébergés, doivent travailler en général. Donc la vérification d'identité à distance, c'est dans 3 services de confiance sur 7. Donc on est une brique clé en fait, de la réglementation IDAS, et on est une brique clé notamment de l'identité numérique, qui est un service a priori public.
de l'État. Voilà, mais pas que. La signature électronique et les recommandés aussi ont besoin de vérification d'identité à distance. On travaille dans un cloud qui est un cloud souverain. Ça n'a pas toujours été le cas, si je suis tout à fait honnête. Je pourrais répondre à des questions ensuite sur ce sujet-là qui vous intéressera peut-être, parce qu'on est une société qui a migré d'un cloud américain vers un cloud souverain. Ça a été un vrai projet sur lequel je pourrais partager. Et donc, avec deux jambes, si vous voulez, sur ce service, l'UX et la sécurité qui vient de ce système hybride IA plus humain. OK. Donc maintenant, on passe aux chiffres et de ce qu'on voit en production dans les vérifications qu'on fait effectivement sur ce mode que je viens de décrire. Donc, justement, on disait que faire de la vérification d'identité à distance à base de vidéo, l'avantage, c'est qu'on peut détecter un nombre de fraudes supplémentaires. Donc, là, c'était 40% par rapport à un support photo. Donc, juste pour vous donner un peu d'abord la base, donc, sur la solution qu'on va vous décrire, qui est quand même un peu les parties prises qu'on a, c'est de faire de la vérification hybride avec de la vidéo. Donc, sur ce chiffre d'à peu près 150 000 identités vérifiées par mois, sur un périmètre de 150 titres de documents d'identité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a que 150 titres, hein. C'est juste par rapport aussi aux demandes de clients. Il faut savoir que quand on a une base de données interne, le nombre de titres, on parle plutôt sur les 2500 de documents en circulation. Donc, avec cette base-là, en fait, les résultats qu'on va aller communiquer ensuite après aux clients, 6% sont des échecs pour des raisons de fraude. Parce que bien évidemment, les échecs, ça peut être aussi une question d'utilisation, l'utilisateur qui a mal compris. C'est quand même un service qui est assez nouveau pour une certaine partie de la population. Donc là, c'est vraiment de l'échec vraiment lié à la fraude. Par exemple, on a des gens qui vont présenter un pass Navigo. Bon, ça ne marche pas. Oui. Ça arrive beaucoup. Hein. Donc voilà, ce n'est pas des fraudeurs. C'est des gens qui sont de bonne foi, mais donc on va refuser l'identité parce qu'elle n'est pas validée. Oui, donc c'est plus des échecs justement d'utilisation, on va dire. Et après, quand on découpe justement ces 6% d'échecs de fraude, en fait, la majeure partie de la fraude aujourd'hui est sur le document d'identité. Et après, on va avoir 20% qui sont plus liés au détenteur du document. Donc, que ce soit pour des raisons justement que la personne n'est pas physiquement présente, donc potentiellement une identité volée, une usurpation d'identité, ou en volant une photo, ou quelqu'un qui a potentiellement trafiqué le document d'identité pour voler, encore une fois, l'identité de quelqu'un. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la plupart des acteurs vont dire que c'est une évidence de faire de la vidéo sur du visage parce qu'on pense toujours que c'est la partie qui va être la plus critique dans le processus de vérification d'identité. Mais le document également est quand même la majeure source de fraude aujourd'hui. Et pourquoi? C'est parce que dans le monde réel, dans le monde physique, c'est ce qui se passe. Donc, quand on va transposer un service dans le monde dématérialisé, au début, c'est normal qu'on voit les mêmes tendances. Donc, pour vous faire un zoom sur... Parce que je pense que sur la partie... Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, mais je pense que sur la partie détection du vivant, donc détection que la personne est présente et quelqu'un qui présente un document qui ne se ressemble pas, c'est assez évident. Après, pour l'authenticité du document, ça peut vraiment prendre plus de forme, on va dire. C'est légèrement plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie à distance et il y a aussi des pratiques... Alors, c'est un peu compliqué, mais quand quelqu'un, par exemple, va présenter une photocopie, de base, ce n'est pas essentiellement quelqu'un qui veut, on va dire, vraiment frauder. Il n'utilise pas bien son document parce que ce n'est pas ce qu'on lui demande, ce n'est pas ce qui est nécessaire pour acquérir un service. C'est juste qu'en fait, c'est quelque chose qu'on faisait à une certaine époque. On envoyait des PDF, des photocopies, quoi que ce soit. Il y a une partie qui est là-dessus. Malheureusement, si on demande vraiment à la personne de présenter son document physiquement, il faut l'utiliser de manière régulière. De manière générale, comme je vous disais, la fraude à distance, aujourd'hui, actuellement,
elle mimique ce qui se passait dans le monde physique. Et si vous regardez des statistiques un peu de partout, la contrefaçon, c'est le truc qui existe le plus souvent. C'est quoi la contrefaçon? C'est un faux document. C'est juste quelqu'un qui va acheter un faux document, alors d'une valeur, on va dire, on peut aller à quelque chose de très bas de gamme, qui ressemble en rien du tout aux documents réels, ou à des choses qui peuvent être achetées sur le dark web, parce que bon, c'est une réalité, ça se passe comme ça, et qui sont un tout petit peu sophistiquées. Mais ça reste vraiment une menace, on va dire, physique qui existe depuis très longtemps. Donc après, comme je vous disais, il y a les photocopies, les copies présentées sur un écran. Alors le faux numérique, c'est aussi, on va dire, des gens qui vont présenter un document qui n'est pas, on va dire, en physique, mais qui a été en plus manipulé. Donc on présente à un écran, genre un résultat Photoshop. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui maintenant, Photoshop étant, ou des outils similaires, étant assez démocratisés, il y a plein de personnes qui vont tenter de faire des faux en utilisant ces outils-là. Et après, on a toute la partie autre, donc on va dire des falsifications. Donc c'est là où je prends un vrai document et je vais aller falsifier à la main une ou deux données qui sont critiques. Je suis mineure, j'ai envie d'avoir une carte bancaire. Mes parents disent non, ben, je vais aller trafiquer la date de naissance. C'est quand même c'est des choses assez courantes. Ou j'ai la flemme d'aller faire le renouvellement de la carte d'identité. Elle est expirée. Ce n'est pas un usage régulier, donc je vais aller modifier la date d'expiration du document. Mais en fait, en réalité, voilà, pour le moment, on reste quand même dans un schéma qui est assez classique de la fraude, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper ce qui va se passer, parce que ça, c'est maintenant. Parce que aussi, la vérification à distance étant un nouveau service, les fraudeurs ne sont pas encore montés en gamme sur le niveau de leur attaque et ce qu'ils peuvent essayer de faire pour en fait que quelque part, ils trouvent une faille dans le process. Donc, d'où le prochain sujet. Oui, et en fait, si je peux juste rajouter un point sur la slide précédente, c'est que quand on a une photocopie, quand on a une copie numérique, on est incapable de dire si elle a été photoshopée. Ça se trouve, elle l'a été. Quand on parle des faux numériques, on a vu, parce qu'il y avait quelque chose d'évident, ça a été mal fait, on le détecte, mais pour peu que ce soit un petit peu bien fait, on ne sait rien. Et donc, on ne peut pas accepter le fait que quelqu'un présente sur un écran une simple copie de sa pièce, parce qu'en fait, on n'a aucune garantie si elle n'a pas été achetée sur le dark web. On ne sait pas. Et aujourd'hui, il suffit de payer 10 € sur le dark web pour avoir une image d'un document d'identité avec son visage, un faux nom, etc. Donc, c'est pas possible d'accepter ce type de format-là, parce que sinon, on a vraiment zéro garantie. Voilà, donc le sujet de réglementation, donc les choses bougent dans ce secteur-là et ça commence à beaucoup se standardiser. On a eu la chance de pouvoir partager beaucoup avec les régulateurs récemment, depuis notre création. En fait. Donc on a créé des liens assez de travail en fait, avec des gens comme l'ACPR, qui est donc l'autorité de contrôle prudentiel et de réglementation pour les banques, donc qui est l'autorité qui régule l'entrée en relation pour l'ouverture de comptes bancaires, notamment pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est pour la France. On a aussi travaillé avec l'ANSSI, que je ne présente pas. Voilà, on a travaillé avec d'autres régulateurs, mais c'est vraiment les deux principaux. Et maintenant, on travaille aussi au niveau européen avec des gens comme l'ENISA, notamment où on partage les différents travaux qu'on a pu faire de recherche. Donc l'ENISA, qui est l'agence cybersécurité de la Commission européenne. On travaille aussi avec la DG Connect, qui est en charge de la rédaction de IDAS2. Et donc, on a une activité affaires publiques qui est assez importante parce qu'en fait, on a une expertise qui est relativement rare. Effectivement, les régulateurs sont assez friands des chiffres qui viennent d'être présentés. Il faut bien comprendre que quand on arrive et qu'on dit que 6% des transactions qu'on voit sont fausses, c'est quand même beaucoup. Quand on dit que 2% de la totalité des transactions qu'on voit, il y a des contrefaçons d'ID qui sont présentées, beaucoup de %. Voilà. Donc, c'est des sujets qui intéressent et sur lesquels on a pu partager. Donc, on va vous partager le discours qu'on fait avec le régulateur
pour que vous en ayez conscience. On pense que c'est intéressant. Donc là, c'est le sujet du Photoshop et de la photocopie. Donc déjà, vous voyez que ici, on a deux photos d'une carte d'identité. On a l'impression que c'est la même chose. En réalité, il y a une photo d'un original qui a été pris d'ailleurs ici et qui a été imprimé dans un second temps. Et ensuite, il y a la photo de l'impression. Donc ça, c'est très compliqué sur la base d'une seule image de s'en rendre compte. C'est quelque chose d'assez parlant pour se rendre compte qu'un faux numérique, une copie, une impression, etc., sur la base d'une image ne peut pas être détecté. On l'a fait tester avec nos opérateurs qui n'ont pas su décider lequel était le vrai du faux. Voilà. La slide d'après. Pourquoi est-ce qu'il faut des humains? Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle ne suffit pas? Il y a déjà quelque chose de tout bête, c'est que nous, on est dans un environnement où, en fait, une IA, ça s'entraîne. D'accord, j'imagine que vous le savez. Et que donc, il faut des datasets. Il faut de la donnée pour être capable d'entraîner son IA. Quand on a une équipe de recherche, en fait, on se rend compte qu'il ne faut pas un seul dataset. Il en faut deux. Il faut un training dataset, qui est un peu le bac à sable dans lequel l'intelligence artificielle va s'amuser. Elle va apprendre, elle va tester, elle va ajuster ses algorithmes, elle va faire évoluer son réseau de neurones. D'accord? Et ensuite, on va lui dire, OK, tu as l'air prête, montre-nous ce que tu sais faire en vrai. Et ça, c'est le testing dataset. Donc, c'est un dataset qu'elle n'a jamais vu. On va aller voir comment cette IA, qui a été entraînée dans son petit bac à sable, performe, si vous voulez, dans un autre bac à sable. Donc, c'est très important que ces datasets soient complètement séparés. Parce que si j'entraîne mon IA sur le même dataset que celui où je la teste, forcément, j'ai des super résultats. C'est génial, je suis meilleure. Okay, donc, il faut avoir quelque chose de complètement séparé. Donc, on a vraiment ces deux étapes. On entraîne, et donc on va dire, je considère que mon IA est suffisamment performante à partir du moment où elle atteint telle performance sur la base de son entraînement. Okay, donc, ça me suffit, super. Et ensuite, c'est ce que j'appelle les targets, false acceptance rate, false rejection rate. Est-ce que vous êtes clair avec cette terminologie-là? Okay. Donc, en gros, false acceptance, ça veut dire que je vais accepter un truc que j'aurais dû refuser. Donc, ça, c'est dangereux. Et false recognition, c'est je rejette quelque chose que j'aurais dû accepter. Donc, ça, c'est pas dangereux, mais c'est vraiment très ennuyeux pour mon expérience utilisateur. Okay. C'est important de fixer les deux. Parce que si je suis très, très dure en sécurité, je vais refuser tout le monde. C'est facile. Hein, là, j'ai un super taux de fausse acceptance. Voilà. Donc, il y a un équilibre entre ces deux données-là, qui est un équilibre fin. Et donc, il faut être ambitieux sur les deux. Donc, voilà, j'ai entraîné mon IA, super. Et donc, je vais obtenir ce que j'appelle le actual FAR, le actual FRR. Alors, actual, c'est-à-dire que, voilà, ça suppose que mon test dataset est représentatif de ce que je vais voir en vrai. Ça suppose que je n'ai pas trié sur les trucs que je sais faire. Ça suppose pas mal de choses. Donc, quand on dit ça, en fait, ce qu'on dit, c'est que quand moi j'arrive en clientèle ou devant un régulateur, je dis, moi, j'étais super tôt. Je suis la meilleure. Mon FR, comme ça, mon FR, comme ça. Déjà, je parle de quoi? Je parle de ma target, parce que oui, forcément, il faut que je la fixe, donc je peux être la meilleure, ou je parle de l'actuel. Là, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et s'assurer que, si je parle de mon actuel, que c'est bien représentatif et que je ne suis pas en train de tricher. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les fournisseurs sont propriétaires de leur dataset. C'est-à-dire que j'ai quand même un biais fort à vous dire que je suis la meilleure et vous allez avoir beaucoup de difficultés à aller le vérifier. Parce que vous n'avez pas de dataset de vidéos de documents. Moi, j'en ai 150 000. C'est un truc qui est compliqué. Donc ça, en fait,
Ensuite, la question à se poser, c'est en tant que société civile, en tant que société économique, est-ce qu'on peut faire confiance à des industriels qui ont des intérêts économiques à partager des performances de leur intelligence artificielle sans avoir la possibilité de le tester, de l'auditer, de le vérifier de manière simple, parce que juste vous ne disposez pas, les auditeurs ne disposent pas et les régulateurs ne disposent pas de ce type de données. Donc, ils ne savent pas vérifier très simplement ce qu'on fait. Donc ça, c'est important. Et donc ça revient, enfin, on touche des sujets profonds sur les sujets de l'intelligence artificielle par rapport à la transparence des performances, par rapport c'est une question d'éthique aussi, de comment on s'équipe de données qui potentiellement seraient publiques et auxquelles tout le monde pourra avoir accès. Donc ça pose des questions un peu profondes, mais moi je ne fais que décrire l'état actuel et j'essaie de le faire avec honnêteté. Donc, en gros, la conclusion de ça, c'est qu'il n'est pas possible de faire de l'independent unbiased testing des solutions automatiques. Ça ne marche pas. La manière de le faire, c'est de dire, en fait, les humains, on va pouvoir vérifier les protocoles, on sait comment ils sont formés, on voit le temps qui passe, il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Okay, dans la manière dont c'est opéré. Donc, et c'est aussi le moyen de vérifier et de challenger en fait, ces performances-là. C'est-à-dire que tu me dis ça, et ben voyons, je vais prendre les trucs et puis je vais vérifier sur un petit échantillon avec des hommes, etc. L'autre point qu'il faut bien se rendre compte, et ce qu'on peut revenir, c'est que quand un industriel démarre, il n'a pas de vidéo de document d'identité. Vous n'en avez pas. Moi, j'en ai pas. J'en ai maintenant, mais c'est parce qu'on est en production. Enfin, c'est pas à moi d'ailleurs, c'est à l'organisation. Et du coup, on a une capacité d'apprentissage parce qu'on est en service. Mais quand on a démarré, on ne savait pas. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'industriels qui opèrent sur la base de vidéos de documents d'identité ou de vidéos de visage. Et donc, moi, quand on arrive et qu'on me dit, mais il n'y a pas de problème, on peut le faire en automatique, mais en fait, vous n'avez pas de volume, donc vous n'avez pas entraîné. Donc, en fait, puisque les datasets, il faut quand même qu'ils soient gros. Donc, il y a des gens qui démarrent sur ce service-là, qui n'ont pas de données et qui arrivent en disant qu'ils ont des IA. A priori, il y a un problème. Voilà. A priori, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Donc, dans un environnement où la vidéo... ah oui, et mon dernier point, c'est que quand vous commencez à avoir des vidéos, votre IA n'est pas entraînée. Donc, pour prendre une décision qui est correcte, il faut bien la prendre, cette décision. Donc, il faut bien des hommes pour labelliser. Tous ces datasets-là, ils doivent être labellisés par des gens qui sont experts, qui sont formés, qui voient du volume et qui permettent de décider. Donc, on peut se poser la question demain, si chez Hubble, on saura automatiser ce type de vérification. La réalité, c'est que plus on avance, plus on sait automatiser, plus nos algorithmes progressent, etc. Mais on a quand même encore besoin de labelliser, on a encore des algorithmes qui ne sont pas suffisamment performants, et donc on garde ce filet de sécurité humain. Et le dernier argument pour l'humain, Human in the Loop, et après je vais m'arrêter sur ce sujet-là, c'est qu'on a un cas d'usage qui est un peu spécifique. Moi, j'ai souvent l'exemple, on me dit, bah oui, mais regardez, dans la santé, c'est prouvé que les IA, maintenant, sont meilleures pour détecter les cancers. Donc, en effet, il y a eu des médecins qui ont pris des décisions, qui ont à un moment eu les radios, et qui ont dit, oui, ça, c'est un cancer, donc on a entraîné les IA, etc. Et donc aujourd'hui, on a des IA qui sont entraînées. Donc, c'est possible d'automatiser des décisions où on pensait qu'il y aurait toujours un humain. La spécificité de mon cas d'usage, c'est que, moi, les fraudeurs, ils se cachent. Le cancer, a priori, il a toujours la même forme. Moi, mon fraudeur, il innove. Il change, il se planque, il passe par des nouvelles portes. Et donc, c'est compliqué d'entraîner une intelligence artificielle sur des cas extrêmement rares qui sont innovants. Entraîner, ça suppose d'avoir vu beaucoup de fois la même chose. Si je me dis qu'a priori, ça va être des cas rares et que potentiellement, je n'ai jamais vu, c'est compliqué d'entraîner. Donc, le Human in the Loop, à mon avis, devrait rester un moment sur ce cas d'usage spécifique
parce qu'en fait, ça a bougé. Voilà. Ok. On pourra revenir là-dessus si vous avez des questions. Du coup, je me permets d'avancer. Donc ici, c'est un bon exemple de ça. C'est l'exemple des deepfakes. On en a parlé. Aujourd'hui, les intelligences artificielles n'arrivent pas à détecter les deepfakes. C'est l'état de l'art de l'algorithmique de détection. Les attaquants, l'état de l'art des technologies d'attaque est plus avancé et plus facile d'accès que l'état de l'art qui permet de les combattre. Et en fait, pour détecter un deepfake, donc là, on a des deepfakes, nous, on a travaillé, donc si on est de face, on ne se rend compte de rien. Si on est sur une image, on oublie, on ne voit rien. Si on est sur une vidéo interactive, où la personne bouge, fait des mouvements extrêmes avec des choses qui passent devant, etc., là, on va voir ce qu'on appelle des artefacts. C'est-à-dire que c'est des mouvements sur l'image qui sont des mouvements qui ne devraient pas être là. Les IA n'arrivent pas à le détecter, les hommes le voient. Donc, aujourd'hui, typiquement pour combattre un deepfake, on a mis en place différentes choses de notre côté chez Hubble. On limite les capacités de calcul des attaquants en faisant du live streaming. Donc, du coup, ils doivent faire leurs calculs en live sans savoir ce qui va arriver. Et donc, ils ont besoin de capacités de calcul à un instant T très puissantes. Et aujourd'hui, ces machines-là ne sont pas disponibles. Même si on en achète beaucoup, ça ne marche pas. Donc ça, c'est une première barrière. Deuxième barrière, bien entendu, on évite qu'on nous réinvente des choses. Troisième barrière, on met en place des mouvements extrêmes. Et on a des algorithmes de base qui essayent de détecter les deepfakes, mais qui en laissent passer beaucoup, plus notre œil humain. Et quand on a cette barrière-là, on a un truc qui est solide. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Okay. Donc ça va bouger. Voilà. Donc, je voudrais vous partager quelques tendances qu'on voit. Donc l'innovation technologique, bien entendu. Nous, on est une boîte de tech. Vous l'avez compris, on fait des trucs compliqués, on fait de la vidéo en live, streaming, on a beaucoup d'algorithmes, d'extraction de texte, de détection de deepfake, de liveness detection, etc. On fait beaucoup de computer vision. On a aussi des infrastructures qui sont scalables dans des clouds souverains. Donc on est sur des sujets extrêmement technologiques. Ça, c'est une grande tendance. Et l'innovation, elle ne vient pas seulement des défenseurs, si vous voulez, nous, elle vient aussi des attaquants. Donc, on a une course à l'échalote qui va plus vite. Voilà. On a une tendance très forte, bien entendu, de protection des données personnelles. Nous, on est RGPD by design. Donc, on est en train de se parler de données qui sont sensibles au sens du RGPD. Donc, elles ne sont pas seulement personnelles, elles sont sensibles parce que c'est des données biométriques qu'on manipule. Et donc, ça suppose différentes choses, notamment dans la conservation, dans les traitements, dans la collecte des consentements, etc. Donc, on a un formalisme juridique important et au-delà, et aussi pour l'entraînement, ça pose des challenges dans l'entraînement de nos IA, parce que s'entraîner sur des données sensibles, voilà, c'est des challenges spécifiques. Je pourrais en parler. Voilà, donc ça, c'est une énorme tendance. On a une tendance d'autonomie stratégique sur ces sujets-là. Les États se positionnent. L'identité, c'est un service souverain. Donc voilà, on nous a par exemple demandé d'être hébergé dans un cloud souverain. C'est quelque chose qui a été explicitement dit pour obtenir les certifications qu'on cherche à aller chercher. La standardisation. Donc aujourd'hui, quand on s'est lancé, vidéo plus hybride, c'était un play de bon sens. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est comme ça qu'il faut bien faire les choses. Je vous l'ai dit, on a beaucoup participé avec le régulateur. On a un peu de chance, c'est on les a convaincus. On n'a pas été seuls, parce qu'il y a quelques acteurs européens qui ont aussi ces partis pris. On n'est pas très nombreux. Voilà. Et donc, en fait, c'est devenu la loi. C'est devenu la recommandation de l'ANSSI, donc qui a sorti un référentiel début d'année dernière, en mars dernier, qui impose le fait que pour faire une bonne vérification d'identité à distance, il faut de la vidéo et il faut de l'hybride, IA plus humain. C'est aussi la position de la Commission européenne, vidéo plus hybride, via des organismes de standardisation comme l'EXI, qui est l'organisme de standardisation des services de confiance. C'est aussi la position de l'ENISA, notamment sur les sujets pour combattre les deepfakes.
Donc, on a, donc nous, on est dans une position qui est plutôt sympa. Hein, voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça concerne beaucoup de monde sur le marché. C'est aussi la position de l'Espagne, by the way, de l'Italie, de l'Allemagne. Et donc, aujourd'hui, il y a un consensus européen sur ce sujet. Ce n'est pas le cas ailleurs. Le consensus, il est aussi assez important sur les clouds souverains au niveau européen. À ma connaissance, il n'y a aucun TSP, Trust Service Provider, qui soit certifié et qui ne soit pas dans un cloud souverain. Personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et enfin, la dernière grande tendance qu'on voit, c'est l'identité numérique réutilisable. C'est-à-dire que quand on a fait une vérification d'identité, peut-être, je vais donner un exemple, mais pour le Crédit Agricole, qui est notre client, qu'on souhaite travailler derrière via une application mobile qui s'appelle Side, qui est aussi un de nos clients, est-ce qu'on peut en fait réutiliser cette première vérification d'identité pour se simplifier la vie, ne plus avoir à présenter son document d'identité, etc. Ça, c'est une tendance lourde qui est souhaitée et qui est poussée par les États. Nous, bien entendu, on se met dans cette tendance-là. Moi, elle me fait poser quand même une question, c'est que je trouve qu'en tant que citoyen, on doit avoir le choix. Est-ce que j'ai envie de réutiliser? Est-ce que je n'ai pas envie de réutiliser? Est-ce que j'ai envie de refaire ma vérification ou pas? Aujourd'hui, c'est pas prévu de pouvoir refaire. Donc, notamment dans l'IDAS. La vérification d'identité seule, elle n'a pas de statut dans l'IDAS. Elle est imbriquée dans d'autres services. Et ce n'est pas un service de confiance en soi. Personnellement, je pense que c'est un problème parce que ça force en quelque sorte les gens à avoir une identité numérique réutilisable. Et donc, ça force que ces données elles soient stockées et qu'on ne puisse pas recommencer à chaque fois. Voilà. Mais ça, c'est une position qui n'a pas eu gain de cause. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé on a terminé avec Caroline, qui peut se lever pour me rejoindre. Voilà, merci. Et peut-être qu'on peut prendre vos questions à ce moment-là, échanger avec vous, si vous en avez. Merci beaucoup. En tout cas, je vous propose de les applaudir pour leur présentation.